Bien, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous dire que parmi tous les titres qui m'ont été délivrés ou rappelés, il en est un qui n'a pas été souligné, c'est que je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ce qui ne m'a pas préparé pour autant à toutes les fonctions que j'ai pu occuper, mais qui m'a laissé de bons souvenirs. Des souvenirs où je me suis engagé déjà pour la social-démocratie, le socialisme et à l'époque l'alternance. Parce que dans ma génération, la seule question qui se posait, c'était de savoir quand la gauche allait venir aux responsabilités de la France. Alors même que partout ailleurs, il y avait déjà des gouvernements sociaux-démocrates. Dans votre génération, hélas, pour l'instant, ce sont d'autres questions qui peuvent surgir avec d'autres formes d'alternance ou d'alternative. Alors, je voulais venir devant vous, expérience faite, mais aussi pour vous délivrer un exercice de lucidité dans lequel ma propre responsabilité est engagée. Il y a en effet une crise de la social-démocratie ou du socialisme, et cette crise est maintenant continue et générale depuis une décennie. Continue parce que c'est un mouvement qui, hélas, s'est traduit élection après élection, pays après pays, et qui est géographiquement partout relevé. La social-démocratie, en effet, avait plusieurs modèles qui étaient souvent évoqués, chaque fois dans un pays pour dire que le socialisme, c'était mieux ailleurs, et pour justifier ce que pouvait être une voie singulière vers la justice, la solidarité. Eh bien, tous les modèles sociaux-démocrates sont aujourd'hui en crise. Il y a eu d'abord le modèle rhénan, celui que l'on trouvait en Allemagne et en Autriche, et la social-démocratie, qui a été un moment triomphante, est aujourd'hui auxiliaire d'une coalition et soumis à des résultats électoraux qui traduisent un déclin. En Autriche, il y a là aussi un gouvernement qui a été constitué hors des socialistes depuis des dizaines d'années. Il y avait un deuxième modèle qui avait les faveurs de beaucoup, qui était le modèle scandinave. Alors que le modèle rhénan était fondé sur un compromis social avec un syndicalisme fort, le modèle scandinave était fondé sur une redistribution des richesses avec un haut niveau de prélèvement et une protection sociale particulièrement large. Là aussi, partout en Scandinavie, la social-démocratie est en recul. Il n'y a plus qu'un seul gouvernement en Suède qui a cette inspiration, et encore doit-il gouverner dans le cadre d'une coalition. Il y avait un troisième modèle, qui était le modèle étatique, j'allais dire le modèle méditerranéen, où sans présence syndicale liée à la social-démocratie, sans une redistribution voulue à la mode scandinave, il y avait une volonté d'organiser par l'État une redistribution du pouvoir et des richesses. Là aussi, quand on constate les résultats, aussi bien en France qu'en Italie, il y a un recul, peut-être même une disparition de la social-démocratie. Deux pays font exception dans le sud de l'Europe, l'Espagne et le Portugal, et ils n'ont pu se maintenir ou revenir au pouvoir que parce que l'Union de la gauche s'est reformée, et encore, seuls les socialistes gouvernent et ils ne sont soutenus que modérément, notamment en Espagne, par Podemos. Alors, devant cette crise qui touche toutes les branches de la social-démocratie, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs, là où il n'y avait pas de social-démocratie, mais d'autres formes de progressisme. Et là encore, c'est la même crise qui sévit. On l'a vu aux États-Unis avec la défaite du Parti démocrate. On le voit aussi en Amérique latine, où les gauches ont été très fortes et où elles sont ou en recul ou en disparition. Je ne parle pas de ce qui se passe au Venezuela, où ce n'était pas la gauche et où ce n'était sûrement pas la social-démocratie. Alors, comment expliquer ce déclin
de ce que je pourrais appeler l'empire social-démocrate. Il y a un déclin, là aussi, qui semble s'être instauré, comme pour les grandes civilisations. Il y a 4 explications principales. La première, c'est que la social-démocratie aurait peut-être épuisé son projet, par sa réussite même. Elle aurait, en définitive, éteint son objet, en couvrant les aléas de la vie, retraite, chômage, maladie, en assurant l'État-providence. Finalement, elle aurait satisfait les exigences qui étaient portées sur elle et n'aurait plus de raison d'être autre que la défense de ses acquis. La deuxième explication, c'est que la social-démocratie aurait payé cher le tribut de l'ouverture au monde, à la mondialisation, et aussi son choix européen, en acceptant des disciplines, en ajustant les économies pour être plus compétitif, en assumant la concurrence, le grand marché en Europe, la monnaie unique. Finalement, la social-démocratie aurait vogué vers une voie moyenne qui aurait perdu sa boussole. La troisième raison, c'est l'évolution même de la société. La social-démocratie considérait des classes sociales assez structurées, un monde du travail et une société qui avait des références et des cultures politiques particulièrement établies. Aujourd'hui, il y a une fragmentation du monde du travail, une individualisation du rapport à la société, des questions qui sont devenues importantes pour un certain nombre de groupes, de reconnaissance de leur situation, de leur orientation, et aussi un vieillissement de la population qui fait que le lien par le travail n'est plus établi. Dans ces conditions, la social-démocratie, faute de pouvoir s'adresser à des groupes, s'adresse à des individus et finalement les perd. Enfin, il y a une dernière explication qui est sans doute la plus cruelle, c'est que la social-démocratie se serait éloignée des classes populaires. Les classes populaires auraient jugé sévèrement les gouvernements, dont certains pouvaient être de gauche, parce que victimes de la précarité, du chômage et aussi de ce sentiment de perte d'identité, de déclassement, et avec l'immigration comme thème qui fracture les catégories populaires, y compris entre elles. Ce qui fait que la social-démocratie est devenue la cible de tous ses concurrents, de tous ses adversaires, et subit des tirs nourris sur elle. D'abord, les libéraux disent que les sociodémocrates, les socialistes, sont des passionnés de l'impôt, des amoureux de la fiscalité, des techniciens hors pair du prélèvement, et viennent spolier les catégories les plus dynamiques de la population, au risque de les décourager. Et donc, une partie des classes moyennes supérieures qui pouvaient voter socialiste ou social-démocrate dans d'autres pays, en disant que la solidarité, c'était quand même ce qui assurait la cohésion d'un pays, trouvent que c'est cher payé et préfèrent choisir d'autres orientations. Deuxième adversaire, les nationalistes, les souverainistes, l'extrême droite, qui met en cause les sociodémocrates, plus particulièrement parce qu'ils sont ouverts, tolérants, ils aspirent à la liberté, ils reconnaissent les droits des minorités, ils accueillent plus favorablement les étrangers ou les réfugiés, et donc attaquent les sociodémocrates, notamment en détournant les catégories populaires du vote qu'elles pouvaient accorder aux sociodémocrates pour cette raison, préférant que finalement l'État serve les nationaux plutôt que les anonymes. Troisième attaque, celle des néo-communistes, parce que si le communisme avait subi des revers, il n'avait pas disparu en termes de culture, même si il a pris d'autres formes aujourd'hui. Le soupçon est toujours le même, c'est le soupçon de la trahison. Il date depuis longtemps, puisque dès les années 30, c'était quand même le principe qui était finalement celui de la séparation entre socialistes et communistes. Les socialistes étaient
destinés à la trahison. Et c'est donc ce procès, toujours fait, insidieux, d'être finalement des auxiliaires, des complices, des connivents du capitalisme ou du libéralisme. Et c'est là aussi sur les professions intermédiaires que ce néo-communisme peut trouver sa place à travers une culture parfois altermondialisation. Enfin, dernière attaque qui vient et qui est peut-être la plus légitime, c'est celle des écologistes qui disent finalement les sociodémocrates s'occupent de l'État-providence, s'occupent de la solidarité, s'occupent de l'économie, mais négligent ce qui est l'enjeu majeur de nos sociétés, c'est-à-dire la planète, le climat, qui devrait être le seul objet de l'action politique. Et c'est vrai que la jeunesse, je ne dis pas toute la jeunesse, mais est sensible à ce thème, et je la comprends parfaitement. Alors, quand on ajoute toutes ces cibles qui ont été toutes ces flèches qui ont été tournées vers une seule cible, et quand on prend en compte toutes ces attaques, le noyau dur électoral de la social-démocratie, incontestablement, s'est rétréci. Et l'autre question qui s'est posée, c'est de savoir quelle est l'utilité du vote. La force de la social-démocratie, c'est d'être utile. Utile pour changer une société, utile pour arriver au gouvernement, utile pour rassembler la gauche. Mais si elle ne répond plus à ces objectifs-là, à quoi sert le vote social-démocrate ? Enfin, l'identité même de la social-démocratie s'est diluée, surtout quand elle n'est plus revendiquée. La meilleure façon de perdre des électeurs, c'est de ne pas dire qui on est. Et ça peut arriver. Il faudra quelquefois, quand on est suffisamment présent, on arrive à comprendre, mais quand on est absent, c'est difficile de donner son identité. Alors, la question qui est la plus importante, c'est de savoir si on vit la fin d'un cycle historique. Finalement, après 100 ans, ça serait terminé d'une idée, d'une démarche, d'une histoire, d'une force qui a considérablement fait évoluer nos sociétés. Ça serait donc la fin d'un idéal, celui qui avait été poursuivi par des millions de femmes et d'hommes partout dans le monde, c'est-à-dire le socialisme démocratique, la social-démocratie. Ou, et vous comprendrez que je privilégie cette hypothèse, nous sommes à une étape, une mutation, certains diraient peut-être un changement, voire une révolution, qui est de savoir s'il est possible de redonner un corps, un cœur, une raison, une place, une identité à la social-démocratie, comme il a été fait au début des années 70, quand on la pensait déjà moribonde en France et pas très flamboyante ailleurs. Alors moi, ce que je voulais surtout vous dire, quelles que soient vos sensibilités, c'est que ce qui se joue avec l'avenir de la social-démocratie ne concerne pas seulement les socialistes ou ce qu'il en reste, en France ou en Europe, mais concerne la gauche, la démocratie et l'Europe. Alors la gauche, elle a toujours été divisée. Je pense que c'est sa nature. Il y a des gens comme ça, ils se divisent. Mais la gauche, elle a toujours été divisée, mais elle s'est, à des moments, rassemblée. Et quelles sont les conditions du rassemblement de la gauche? C'est d'avoir une force qui puisse être l'axe autour duquel tous les mouvements qui peuvent inspirer les gauches se retrouveront. Et le rôle de la social-démocratie, c'est précisément de lier les uns et les autres dans un projet crédible, dans une aspiration au gouvernement de la France ou d'un pays européen, et d'avoir la crédibilité suffisante. S'il n'y a plus cet axe, s'il n'y a plus cette force, s'il n'y a plus cette capacité de rassemblement, alors la gauche non seulement sera divisée, mais elle sera fragmentée, éclatée, et sans plus aucune perspective d'alternance. C'est-à-dire qu'elle sera réduite soit à la protestation de rue, soit à une alternative de rupture. Ce qui voudrait dire que dans bon nombre de pays européens, l'alternance pourrait se faire demain sans la gauche.
C'est pour ça que la question va même au-delà de la gauche. C'est une question démocratique. Nous constatons, et pas simplement en France, une dérive ou une faiblesse des partis de gouvernement, on dira le centre-droit ou le centre-gauche, selon les traditions de ces pays, qui, faiblesse, font que s'organise un face-à-face entre un vaste centre et une extrême droite qui revendique le peuple. Vaste centre, lui, qui serait soutenu par les élites, et une extrême droite, des souverainistes, qui revendiquent le soutien du peuple. Un jour ou l'autre, si ce face-à-face se poursuit, un jour ou l'autre, par un effet de nombre, il y a à craindre que ce soit une démocratie populiste, comme on disait autrefois des démocraties populaires, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas grand-chose de démocratique. Eh bien, il y a un risque que, effectivement, une démocratie populiste s'installe. Vous me direz, est-ce possible dans des pays européens? C'est déjà possible aux États-Unis d'Amérique. C'est possible dans des pays européens qui nous sont proches, l'Italie. C'est déjà possible dans bon nombre de pays européens depuis un certain nombre d'années. Je ne vais pas ici les citer, vous les connaissez tous. Donc, nous sommes devant un enjeu démocratique. Nous avons besoin de partis de gouvernement, d'ailleurs de droite comme de gauche, pour offrir des possibilités d'alternance qui maintiennent les règles et les fondements de notre démocratie. Troisième enjeu, il est européen. Il se trouve que dans l'histoire de l'Europe, la social-démocratie, avec la démocratie chrétienne, ont été des forces décisives, non seulement pour décider de la création de l'Union, mais pour la bâtir étape après étape. Aujourd'hui, et la social-démocratie et la démocratie chrétienne ont connu des mutations et connaissent aujourd'hui une faiblesse qui rend la construction européenne extrêmement fragile, au point que je considère que la crise de la social-démocratie et la crise de l'Europe vont de pair. L'une entretient l'autre. La faiblesse de l'Europe fait que la social-démocratie peine à faire valoir son discours et son projet. Et la crise de la social-démocratie, ajoutée à des difficultés au sein de la droite européenne, tout cela fait que l'Europe connaît la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un statu quo. Aucun pays ne veut un véritable transfert nouveau de compétences, un libéralisme quant aux décisions, l'actualité nous en fournit, uniquement en fonction de ce qu'est l'intérêt du grand marché, et puis un repli national, parce qu'en réalité, l'Europe est davantage aujourd'hui l'addition d'égoïsmes nationaux qu'une volonté collective. Alors j'en arrive à l'avenir. Quelles sont les voies du renouveau, de la renaissance, du ressourcement de la social-démocratie? Je pense qu'elle doit faire 3 ruptures pour assurer la permanence de ses valeurs et de son identité. La première rupture, c'est qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, c'est autour de la personne qu'il faut donner des réponses, ce que j'appelle le socialisme de la personne. Jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'était par rapport à des groupes que l'on raisonnait. C'était même par rapport à un ensemble, une nation, avec des revendications qui étaient partagées par tous. La retraite à 60 ans, temps de travail, le salaire minimum, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que chacun veut avoir une réponse personnelle à ces difficultés. D'une certaine façon, le mouvement des Gilets jaunes a étayer ce rapport-là à la politique. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ce que je veux, c'est une réponse qui m'est adressée. Donc face à cette personnalisation des politiques ou des attentes politiques, il faut avoir des réponses qui puissent être socialement ajustées aux volontés d'émancipation des individus. Donc il faut partir des aspirations individuelles et plus simplement des aspirations collectives et donner un cadre, lui, commun pour que chacun puisse réaliser son destin en sachant bien qu'il ne peut le faire qu'avec la solidarité des autres. La deuxième rupture qu'il faut engager,
c'est de considérer que si la République est une et indivisible, si les politiques doivent bien sûr permettre une forme d'égalité entre les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, il n'empêche. Ce sont les territoires qui marquent davantage les solidarités que les classes sociales. C'est selon l'endroit où j'habite, où je travaille, où je me transporte, que je considère que j'ai un sentiment d'appartenance. Donc il faut partir de la logique territoriale et différencier les politiques selon les lieux précisément d'habitat et de mode de vie. Les quartiers populaires, les métropoles, les zones rurales, les zones indéfinies. On voit bien là aussi qu'on ne peut pas traiter de la même manière les citoyens, quel que soit leur lieu d'habitat ou leur mode d'intégration sur le territoire. Enfin, la troisième rupture qu'il faut marquer, c'est celle sur l'enjeu planétaire. Il faut à la fois donner un cadre à la nation, il faut aussi penser que toutes les politiques publiques doivent intégrer la dimension planétaire. Pas simplement le climat, même si c'est ce à quoi je songe, mais également les questions de guerre ou de paix, parce que ce sont elles qui déterminent ce qui se passe dans chaque pays. Et notamment, on l'a vu avec l'affaire des réfugiés, on le voit avec l'intégrisme ou avec le terrorisme. Et là-dessus, c'est pourquoi je pense que la social-démocratie a un avenir, l'internationalisme n'est pas une vision béate d'une forme d'ouverture générale des frontières. L'internationalisme, c'est la prise en compte autour de l'intérêt de chaque nation de la dimension planétaire. Et seuls, je le crois, les socialistes peuvent apporter cette réponse. Alors, quels sont les défis qui, justement, du siècle-là, que nous avons devant nous, nous pensons être ceux qui sont sans doute les plus adaptés à une pensée social-démocrate? D'abord, l'écologie. Si l'on veut que l'écologie ne soit pas simplement une volonté, une aspiration, une exigence même, mais une politique, il faut qu'elle puisse être insérée dans un ensemble. On l'a compris, lorsque l'écologie froissait la justice sociale, elle était rejetée. Mais lorsque la justice sociale ignorait la dimension écologique, elle blessait toutes les générations qui allaient suivre la nôtre. Donc là aussi, la social-démocratie permet de réconcilier écologie, justice sociale et long terme. Redonne à l'État, redonne à la planification, oui, j'emploie le mot, à la planification des ressources, planification des actions, planification des engagements, planification aussi des investissements que l'on peut faire pour la transition énergétique et écologique, oui, redonne aux instruments traditionnels de la social-démocratie un fondement et une justification et surtout une efficacité par rapport au libéralisme ou au marché. Enfin, toujours dans cette dimension de l'écologie, il y a la responsabilité individuelle. Et il y avait une vieille idée qui, lorsque j'avais votre âge, était source d'inspiration, qui après est devenue plutôt un sourire, c'était l'autogestion. Il y avait un socialiste qui se voulait autogestionnaire. Il avait du mal d'ailleurs à dire exactement ce que ça pouvait représenter, et son modèle à l'époque était la Yougoslavie, ce qui n'était quand même pas très encourageant, même si on aimait aller en vacances sur ces côtes-là. Et donc, ça a disparu en même temps que la Yougoslavie. Mais l'autogestion, aujourd'hui, peut prendre un nouveau sens. Parce que pour régler la question planétaire, en fait, chacun peut jouer son rôle. Chacun peut jouer son rôle, d'autant plus que le numérique lui permet de mesurer ce qu'il fait concrètement pour le climat. Et en mettant toutes les données ensemble, on peut porter des politiques nouvelles en matière d'écologie. Et donc, rendre le citoyen pas simplement militant, pas simplement spectateur de l'action pour la planète, mais acteur de son propre changement, c'est aussi ce que les sociodémocrates peuvent faire de mieux. Le deuxième défi, c'est celui des inégalités. J'aime beaucoup quand les dirigeants des grandes institutions internationales, voire même des grandes banques, alertent le monde sur le danger des inégalités. Il y a comme un paradoxe, peut-être une élégance, de dire « regardez ce que nous sommes,
nous gagnons trop et nous sommes inquiets de la réaction que les peuples peuvent avoir à l'égard de ces fortunes si mal distribuées. Au moment où on les sollicite, il y a davantage de résistance. J'en ai fait l'expérience durant mon quinquennat, même si j'ai l'impression que maintenant les 75% reviennent dans le débat public. Mais je ne veux pas forcer sur les décisions ou intervenir dans le grand débat aujourd'hui. Mais il est clair que les inégalités sont porteuses de grands dangers pour les cohésions, non seulement nationales, européennes, internationales. Qui est finalement le plus outillé pour lutter contre ces inégalités, si ce n'est la social-démocratie, mais d'une façon nouvelle, pas simplement à travers des réformes fiscales dont j'ai dit que les socialistes étaient des spécialistes, mais par rapport à ce que doit être la contrepartie de l'impôt. Et c'est peut-être de ne pas avoir pensé à la contrepartie de l'impôt et simplement à ce qu'il pouvait avoir comme impact redistributif que la social-démocratie a connu quelques difficultés. Si l'on veut justifier l'impôt, il faut justifier de services publics particulièrement efficaces. Et là aussi, personnalisés. Le secteur de la distribution, les grandes sociétés qui aujourd'hui, les GAFA notamment, ont inventé un modèle de suivi de chacun, y compris de ses goûts, de ses pratiques, de ses achats, de ses transports, etc. Et donc, nous devons poser la question, pourquoi les services publics n'ont pas cette même capacité ou ne peuvent pas avoir cette même prétention, non pas pour les suivre chacun, pour vérifier ce qu'il a payé ou pas payé pour ses impôts, maintenant c'est plus possible puisqu'il y a le prélèvement à la source, mais de façon à ce que le service public puisse être rendu. De ce point de vue, moi je veux rendre hommage aux fonctionnaires des finances qui ont réussi cette réforme du prélèvement à la source en individualisant précisément ce que c'est qu'un service, en l'occurrence le recouvrement de l'impôt. Mais dans beaucoup de domaines, y compris le secteur social, il faut être capable par rapport à une prestation, pas simplement de la verser, mais de vérifier si elle a bien été demandée, de voir comment elle a été, non pas utilisée, mais elle a été dispensée à ceux qui en avaient le plus besoin, si vraiment l'argent est arrivé vers son destinataire, si le jeune ou le moins jeune en a été effectivement bénéficiaire. Bref, un changement dans le rapport du service public avec l'usager pour justifier l'impôt. Prise en compte donc de ce que j'appellerais une nouvelle idée du service public, qui est le service public de l'accompagnement. En fait, nous apercevons que les citoyens demandent bien sûr des prestations, encore que préfèrent quelquefois payer moins d'impôts et ne pas recevoir des primes qui ne correspondent pas toujours à la réalité de leur situation. Et inventer chaque fois des dispositifs de plus en plus compliqués plutôt que d'augmenter le salaire direct, quitte à le compenser du côté des entreprises, on finit par rendre invisibles, complexes et donc incompréhensibles les mesures qui sont prises. Mais je pense que surtout, il faut arriver à donner de l'accompagnement à chaque citoyen. Là aussi, la social-démocratie peut se réinventer par ce niveau de service. Répartition entre travail et capital également, mais ça c'est mieux connu. Et la lutte contre les inégalités territoriales qui vont devenir le point central des politiques publiques. Autant que les politiques sociales, autant que les politiques fiscales, c'est une répartition, une redistribution entre les territoires qu'il faut opérer. Sinon, nous aurons ce que nous avons vu ces derniers mois, ceux qui ne sont pas dans les métropoles, ceux qui sont loin de la capitale, ceux qui habitent dans des villes qu'ils aiment mais qu'ils considèrent comme oubliées, venir protester directement dans les lieux où la richesse supposée ou réelle se concentre. Donc la lutte contre les inégalités territoriales, ce n'est pas simplement de faire de l'aménagement du territoire comme autrefois on le concevait, c'est d'être capable de donner à chaque invisible la possibilité de réussir sa vie. Enfin, la lutte contre les inégalités, ce n'est pas simplement en France, c'est aussi à l'échelle du monde. Et sur l'Afrique, je pense que nous sommes très loin du compte, très loin de nos objectifs, très loin de notre ambition, et notamment sur le plan européen. Le troisième défi, et j'en aurai terminé, c'est la démocratie elle-même. Ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est finalement combien d'avoir négligé les corps intermédiaires pouvait être coûteux pour une nation. Combien un pays, celui-là, d'autres, mais la France en particulier,
qui a toujours été défiante à l'égard des corps intermédiaires, ce que notre pays a comme exigence d'être représenté. Devant une crise qui est réelle, justement de la délégation, une crise de la représentation, nous avons absolument besoin de syndicats, d'organisations professionnelles, de grandes associations, de grandes organisations non gouvernementales pour l'environnement, de mouvements de consommateurs. Nous avons absolument besoin, non pas d'interlocuteurs simplement pour les pouvoirs publics, mais de délégués et de lanceurs d'alerte, de ceux qui viennent dire qu'à un moment, dans une société, il y a danger. Et donc, tout enjeu pour la social-démocratie, si elle veut revenir ou redevenir ce qu'elle a été, c'est de faire confiance à ces corps intermédiaires sans les asservir. Le syndicalisme français est en train de changer, mais s'il ne trouve pas de partenaires, d'abord au sein du mouvement social, et d'interlocuteurs au sein des pouvoirs publics, ou de relais au sein de la démocratie, alors c'est à craindre qu'il s'affaiblisse lui aussi. La deuxième réponse, c'est la décentralisation. La gauche a décentralisé notre pays, mais je pense que nous sommes encore loin du compte. Beaucoup de territoires veulent avoir davantage de compétences, davantage de moyens. Et si les citoyens veulent, avec leurs élus, inventer l'avenir, ils pourront le faire mieux qu'avec un discours ou avec un dialogue avec l'exécutif. Nous avons besoin que ça se fasse localement lorsqu'il y a un certain nombre de nécessités qui ne sont pas assurées. Sur les institutions, je vais aller très vite, je vous poserai des questions. Moi, je ne suis pas pour des chamboulements institutionnels, je suis pour la clarification. Par expérience, je pense que le Parlement n'est pas suffisamment un lieu de débat et met trop de temps pour voter la loi. Ce qui fait qu'il crée une double insatisfaction. Les citoyens ont l'impression qu'il n'y a pas eu de concertation préalable, que leur avis n'a pas été pris en compte, y compris par leurs parlementaires, qui d'ailleurs n'y peuvent rien. Et la loi met trop de temps pour être votée, au point qu'on ne sait pas quand elle entre en vigueur. Mais par expérience aussi, je crois qu'il faut clarifier nos institutions. Et aujourd'hui, si on veut que le Parlement ait plus de pouvoir, il faut aller vers un régime présidentiel, c'est-à-dire un président qui ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui ne peut pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement, et deux pouvoirs qui négocient, qui cherchent des compromis. Quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, je me dis que le Congrès américain sait se faire respecter, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça ne date pas d'aujourd'hui, du Parlement français. Je pense aussi que les partis doivent changer de forme, et notamment les partis sociaux-démocrates, qu'il y a maintenant d'autres mouvements qui existent. Je ne crois pas à des partis de réseaux sociaux, je ne crois pas à des partis de chefs qui décident de tout. Et c'est vrai qu'on a, à force de critiquer les partis traditionnels, on a inventé des formes assez archaïques d'organisation politique, c'est-à-dire d'inorganisation politique, où le chef qui se prend pour la République, ça peut arriver, et pas simplement au niveau de ceux qui gèrent la République ou dirigent la République, décide de tout et presque sans le rappel de ce que des citoyens ont pu investir dans une organisation. Donc je ne crois pas à ces partis-là. Je crois au rôle des réseaux sociaux, bien sûr. Et je pense absolument indispensable pour la social-démocratie de demain de fédérer des forces et de créer une nouvelle force, de susciter un nouvel espoir, un nouvel engagement, de provoquer un nouvel intérêt. Et ça passera bien sûr par une forme partisane, mais une forme partisane beaucoup plus ouverte, beaucoup plus contradictoire, mais beaucoup plus cohérente. Parce que ce qui est insupportable dans un parti démocratique, ce n'est pas qu'il y ait des débats, ce n'est pas qu'il y ait des sensibilités, c'est qu'il n'y ait pas de discipline. Quand à un moment une décision est prise dans un parti démocratique, elle doit s'appliquer. Et c'est parce que ça n'a pas été le cas dans la social-démocratie telle que je l'ai connue pendant mon quinquennat qu'il y a eu ce que l'on sait qui s'est produit. Je veux terminer sur l'idée qu'il n'y a pas d'avenir pour une force politique si elle ne revendique pas ce qu'elle est, si elle cache son existence, si elle oublie son histoire,
si elle pense que son passé ne lui donne pas la force nécessaire. Bien sûr qu'il faut se projeter vers l'avenir. Bien sûr qu'il faut inventer des nouvelles politiques. Mais la force de la social-démocratie par rapport à beaucoup d'autres mouvements, c'est qu'elle a une histoire, c'est qu'elle a une culture, c'est qu'il y a des générations et des générations qui se sont battues pour elle. Ça ne la rend pas invulnérable, la preuve, c'est qu'elle souffre, mais ça la rend comptable de ce qu'est un grand mouvement de l'humanité. Et donc une capacité à pouvoir de nouveau s'adresser aux citoyens. Un mot de l'Europe, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui est en cause. Si les partis de gouvernement, et notamment la social-démocratie, connaissent cette crise, l'Europe peut en connaître une autre. Donc il est très important que la social-démocratie contribue à la relance de l'Europe, et je répondrai à vos questions là-dessus. Je pense que l'Union à 27 est maintenant un statu quo, qu'on ne peut rien en attendre que de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire peu de choses. Mais c'est déjà pas mal d'être resté à 27, puisqu'un pays est déjà parti, d'avoir assumé l'euro, et peu veulent aujourd'hui s'en écarter, d'avoir réussi à maintenir la paix, ce n'était pas si évident, compris avec ce qui s'est passé ces dernières années, d'avoir des relations de voisinage qui ont pu être au moins à peu près cohérentes, mais on ne peut rien attendre de plus de l'Europe à 27. Alors que faire? Eh bien, moi, je suis maintenant convaincu qu'il faut faire l'Europe à deux. Commencer à deux, la France et l'Allemagne, qui ont des complémentarités évidentes, qui pourront associer d'autres pays, tous ceux qui le voudront, en n'excluant personne, mais en se donnant des nouvelles étapes sur l'écologie, sur l'industrie, sur la mobilité des jeunes, sur l'aide au développement, sur la sécurité, sur la défense. Commencer à deux, comme d'ailleurs l'Europe, au début des années 60, a commencé, avec les deux pays qui s'étaient fait la guerre tout au long du XXe siècle et qui avaient décidé de cette aventure. Est-ce que l'Allemagne y est prête? Est-ce que la France y est prête? Quand on voit les commentaires qui ont été faits sur le traité d'Aix-la-Chapelle, on pourrait en douter. Moi, je le crois. Je le crois s'il y a cette volonté, et c'est finalement pour les sociaux-démocrates aussi un bel engagement européen à poursuivre. Merci.